Bonjour, bonjour à tous et merci à tous et à toutes pour être si nombreux à ce rendez-vous. Ce moment de toujours ce moment de ce moment rituel un peu annuel et printanier de présentation de saison est toujours pour moi un moment de grande joie fébrile. Voilà. Grande joie fait pas problème. La fébrilité est plus parfois déroutante. Voilà, pour moi comme pour vous. Donc, c'est pour ça que l'équipe, un peu toute la journée, marque à l'encre rouge sur mon papier, doucement, calme, cool, voilà. Mollo, mollo. Voilà. Voilà. Enfin, c'est les mêmes qui me disent, en croisant les couloirs, pas plus de 2 heures. Hein. Donc, voilà, la solitude de la direction qui doit assumer parfois des choses contradictoires. Donc, juste en introduction, cette fébrilité me fait parfois oublier des choses, juste 3 choses. D'une part, 30 secondes démagogiques mais sincères, ce qu'on s'est dit avec Nicolas notamment, qu'on voulait vraiment vous remercier et pour votre présence tout au long de la saison et pour votre audace sur les choix que vous faites par moment. C'est vrai qu'on n'a jamais le temps, ça va la vie d'un théâtre, de se parler des saisons passées, mais sans doute, après, c'est ce qui nous permet d'être un théâtre de création, votre présence, et par cette présence, votre engagement sur la saison, parfois pour vous comme pour nous, comme on fait de la création essentiellement, il y a souvent des bonnes surprises, parfois des moins bonnes surprises, mais cette continuation dans la confiance et dans la présence, comme je disais, dans l'engagement, dans l'engouement, d'une certaine manière, j'en reparlerai après, sur les spectacles, fait qu'on peut rester une maison de création. Et souvent, les équipes, quelle que soit la discipline qui passe, les équipes de théâtre, les équipes de danse ou les équipes de cirque, sont souvent, parce que c'est un retour qu'on nous fait, donc c'est un retour qu'on vous transmet, souvent très très et stupéfaites et surprises et heureuses de parfois pour les propositions, par exemple les plus pas avant-gardistes ou les plus curieuses ou les plus, je sais pas comment dire, les plus singulières, de trouver un public là. Alors, ils écument les villes de France et c'est pas toujours la même chose. Voilà. Et donc, cette présence, c'est ce qui nous permet de produire saison après saison des saisons aussi riches et aussi parfois, sur certains points, audacieuses. C'est pourquoi ce soir, on va vous présenter une saison dans laquelle il y a près de 60 spectacles, toutes disciplines confondues. Alors, il y a des spectacles sur lesquels on passera plus vite, notamment, par exemple, le jeune public qui aura une présentation de saison spécifique. Enfin, Frédéric viendra en parler à un moment. Ça nous permet aussi d'augmenter l'ouverture du quai à d'autres partenaires, puisque la saison qui arrive aura ceci de singulier que non seulement elle démarrera avec le festival de rock Lévitation, c'est le cas depuis 2 ans, mais aussi le festival Premier Plan se passera au quai. Et si Premier Plan et Claude-Éric Poiroux daignent descendre de la ville haute et acceptent de venir se produire en banlieue, c'est, je crois, une preuve objective que le quai a réussi son pari d'ouverture et de séduction. Voilà. Ça me permet, ça aussi, je dois dire, et ça va de pair avec ça, un grand merci aux tutelles qui subventionnent le quai, qui nous permettent d'avoir cette activité, surtout à la mairie, à la ville d'Angers, voilà, à l'État, aussi à la région et un petit peu au département. On a fini d'être égalitaire dans les remerciements. Voilà. Voilà. Et dernière chose, et après on attaque bille en tête, un grand merci, parce que je dois le faire, à toutes les équipes techniques, administratives du quai, les équipes artistiques aussi, parce que je crois, chaque saison on le remarque, mais cette saison, je ne sais pas, j'ai remarqué plus particulièrement que d'autres, mais que c'est non seulement leur engouement au travail, mais aussi leur engouement à faire passer, à donner de l'engouement tant au public qu'aux équipes artistiques qui viennent aussi, qui fait la qualité de ce lieu et parfois la qualité des spectacles qui y sont présentés. C'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes, nous, de gens qui ont envie de créer au quai ou d'être produits par le quai. Il y a aussi des équipes en ce moment qui répètent pour le festival In d'Avignon ici. C'est vrai que et ça, c'est l'ensemble des équipes et du personnel du quai qui arrive à donner cet entrain-là au lieu. Donc,
Voilà, j'ai tout dit. On attaque. Donc, on va vous présenter cette saison donc, avec Robert Swinson, directeur du CNDC, Claire Rousier, directrice adjointe du CNDC, Nicolas Roux, directeur adjoint du CDN. Voilà. Et Nadia Guiolo, qui au sein du CDN s'occupe, est un peu notre experte en musique et qui présentera la musique, ainsi que Frédéric Aubry, qui arrivera pour faire une petite incise sur le jeune public. C'est pour toi. Et nous attaquons la saison, dont le premier spectacle est le spectacle de Robert. Peut-être juste quelques mots en amont de la présentation de la reconstruction de Robert, pour vous dire que nous sommes fidèles à nos valeurs durant cette saison à nouveau, qu'on a choisi, comme toujours, de miser sur la diversité parce qu'elle est essentielle pour un public dans sa richesse. Que nous avons donc des grandes formes, des petites formes, des spectacles qui viennent plutôt de la danse classique, d'autres du hip-hop, d'autres de la danse contemporaine, c'est très important. Que nous avons également toujours la notion de répertoire qui est très présente à côté des créations. On souhaite vraiment que le public puisse se construire une culture chorégraphique encore plus grande, et c'est important de voir ces œuvres-là, parallèlement au travail de création. Et enfin, vous verrez qu'on a des artistes auxquels nous sommes fidèles, qui reviennent, et d'autres que vous n'avez jamais vus. Robert, à toi. Nous montrons la vidéo aussi. Je voudrais dire merci à présenter mon saison prochaine avec les deux spectacles de Merce Cunningham qui sont les plus emblématiques de sa carrière, vraiment. Pendant les 30 ans, j'ai dansé avec Merce Cunningham et assisté lui pour 17 ans. Nous avons dansé beaucoup en France, en plus aux États-Unis. Et je suis très privilégié à travailler ici, avec le CNDC, à présenter le travail plus emblématique et beau de Merce Cunningham. Donc, Biped is an ambitious, digitally interactive dance made in 1999 and is the culmination of Merce Cunningham's fruitful relationship with technology. Cunningham, whose dance theater is based on mutual independence of design, music, and dance, often achieves an exciting fusion. Biped is one of the stunningly imaginative dances in which music, decor, lighting, costumes, and choreography all come together to create a single world like no other. It features 14 living dancers and several virtual ones, whose movements have been transposed into a larger-than-life digital images, which are then projected onto a transparent screen at the front of the stage. The dancers perform behind this screen on a beautifully lit stage that highlights them with a gentle luminescence. The lines and bars of the virtual choreography play out in front, while the dancers form a second performance layer. The interweaving of real and unreal, of organic and technological, is brilliant. The effect is to make it seem as if the dancers are trapped inside a giant computer, unaware that they are being watched through an active screen. Biped was to become the most sensational and internationally acclaimed work of Cunningham's old age. With choreography partly devised on a computer, the work suggests images of death and transcendence. The choreography for Biped is equally elusive, a constantly shifting physical landscape which seems to materialize and dematerialize as it scatters in a multitude of directions. The stunning digital designs by Shelley Eshgar and Paul Kaiser
add to the hallucinatory effect, as does Gavin Breyer's spaced-out commissioned score, sensuous and hypnotic in live performance. Biped is 45 minutes in length, but compelling, existing in a self-contained state of bliss. This is not the kind of dance you watch, it's the kind of dance you inhabit. I wish I had more patience. There are things I can't reverse. I don't know why you were so threatened by the entire universe. You were on fire, tainted in the sun. You ran against the raging wind, decadent and drunken with desire, fooling the love of everyone. Your reverence in flames, your eyes were golden and Donc on a le très grand plaisir l'année prochaine d'accueillir pour ouvrir la saison musicale du Quai l'artiste Kerenan, qui est donc une artiste, auteure, compositrice, interprète internationale, qui a une carrière internationale déjà, et qui est aussi internationale parce qu'elle est donc née en Israël, franco-néerlandaise. Elle chante en français, en hébreu, en néerlandais, en anglais évidemment. Elle a commencé sa carrière il y a déjà 18 ans de ça, vu que son premier album est sorti en 2000, son premier album solo. Et elle a commencé sa carrière en écrivant avec un autre jeune artiste à l'époque, pas très connu, qui s'appelait Benjamin Biolay. Ils ont écrit tous les deux notamment l'album Chambre avec vue d'Henri Salvador, qui est sorti en l'an 2000, et c'est ce qui a un peu lancé leur carrière à tous les deux. Elle a fait son petit bout de chemin qui l'a menée très très loin. Et donc elle a été nommée de nombreuses fois aux Victoires de la musique. Elle est plébiscitée un petit peu partout. Et on la retrouve parfois seule avec sa guitare, parfois accompagnée de très gros orchestres symphoniques. Et on aura la chance de la voir au mois de septembre avec le Quatuor Debussy, qui est donc un quatuor qui nous vient de Lyon. C'est là qu'a été créé le spectacle à l'automne dernier, en 2017. Le projet est aussi présenté à la Philharmonie de Paris, là dans le Festival des Offres qui arrive à la fin du mois. Et on a l'honneur d'être la première date de la tournée d'automne, le 29 septembre prochain. Et donc le premier spectacle théâtral de la saison sera une création. Parfois on a des plaisirs dans ce métier. On a un jeune metteur en scène qui nous appelle, qui nous dit qu'il a un projet, une idée, et on monte à Paris, on va voir une maquette dans une salle de répétition. Ce jeune metteur en scène s'appelle Julien Barré. Il nous parle d'un auteur qui s'appelle Sylvain Tesson, que vous connaissez peut-être, sans doute, qui a une chronique notamment à France Inter sur Homère, et qui est ce qu'on appelle un écrivain voyageur, quelqu'un qui interroge sur la marche, sur ne rien attendre du chemin parcouru, qui a fait plusieurs fois le tour du monde en vélo, qui a parcouru les steppes de l'Oural jusqu'à Calcutta, de la mer d'Aral à Jakarta, et qui décide donc, Julien Barré décide donc de s'emparer des textes de Sylvain Tesson, accompagné d'un musicien, et il déploie dans son spectacle donc la conviction que la beauté du verbe suffit à changer le regard que nous portons sur le monde. Voilà, et donc voilà, c'est un spectacle qui ouvrira la saison théâtrale la saison prochaine. Un tout jeune metteur en scène. C'est son premier spectacle et qui sort du TNS, absolument. En arrière à propos de Biped, que va remonter Robert donc de Merce Cunningham, pour vous dire qu'il va faire l'ouverture de la Biennale de la danse de Lyon, qu'il a une de tournée, et que en France et également à l'étranger, et que ce spectacle est à la source d'une thématique qu'on va développer en trimestre autour de danse et nouvelles technologies. Vous trouverez toutes les informations dans la brochure. Donc on passe maintenant à Gaëlle Bourges. Gaëlle Bourges, vous avez pu voir son travail, une œuvre d'elle il y a 2 ans, À mon seul désir, qui était une œuvre c'est une performeuse, c'est quelqu'un qui chante de la performance à la croisée de la danse et des arts plastiques. La dernière œuvre était inspirée de la tapisserie à la licorne. Cette fois-ci, elle va travailler à partir de la tapisserie de l'Apocalypse. Donc, la première, on a le plaisir d'accueillir la première, nous aussi, au Quai. Après, la pièce sera en tournée. Cette pièce a été coproduite par le CNDC et répétée au CNDC. On va voir quelques images, qui est une simple note d'intention, puisque la création n'a pas commencé.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. On va poursuivre avec la saison musique. On a la chance d'accueillir l'année prochaine Thomas de Pourquerie au mois d'octobre. Thomas de Pourquerie, c'est un peu la figure du jazz français. C'est un saxophoniste de grand talent, auteur, compositeur, interprète, chanteur également. C'est un artiste assez excentrique, touche à tout, qui a participé à de nombreuses expériences. Il a eu un collectif punk. Il a essayé au cinéma aussi, avec certains des membres du collectif des Chiens de Navarre, dont on entendra parler un peu plus tard. Voilà, et en 2011, il a créé un collectif qui s'appelle Supersonic. Et l'idée de ce collectif, c'était de monter un projet hommage à Sun Ra, ce génie pianiste jazzman américain qui est mort en 93. Il aura fallu 3 ans pour écrire cet album, le mener à bout. Et en 2014, l'album a été consacré aux victoires du jazz, album de l'année. Ils ont décidé, à la suite de ça, de poursuivre leur aventure ensemble, finalement. Et en 2017, ils ont sorti un nouvel album, Sons of Love, qu'on aura le plaisir, c'est ce projet-là qu'on aura le plaisir d'écouter dans le T900 l'année prochaine. Et voilà, l'année dernière, il a été artiste de l'année aux victoires du jazz, également en 2017. Donc Thomas de Pourquerie, qui sera ici le 16 octobre. Très bien. Le second spectacle théâtral est une création, plutôt une recréation aussi, dont je me chargerai. Donc c'est une pièce dans la luge d'Arthur Schopenhauer de Yasmina Reza. Yasmina Reza est depuis Art, qui était son premier grand, pas première pièce, mais premier grand succès, l'auteur français la plus jouée dans le monde, que ce soit New York, Berlin, Londres, souvent monté par des très grands metteurs en scène, Lupa ou Ostermayer, mais en France, il y avait une sorte de bizarrerie. Pendant très longtemps, elle était confinée au théâtre privé. Ça faisait c'est de là d'où elle venait, mais elle était confinée. Et un jour, elle a voulu rompre ce sortilège, rentrer dans la grande cathédrale du théâtre public. Et pour ce faire, elle m'a écrit une pièce. Elle m'a écrit une pièce que je voulais que je monte, et dans laquelle elle jouerait, et qui est dans la luge d'Arthur Schopenhauer. Il n'y a pas qu'elle. Je viens après à ses partenaires. Et donc, dans la luge d'Arthur Schopenhauer, concerne assez peu Schopenhauer, enfin, de manière de biais, ne vous inquiétez pas, mais ça raconte l'histoire d'un professeur de philosophie, disciple de Spinoza. Spinoza qui, vous le savez, philosophe de la joie. Je fais ma maîtrise là-dessus, c'est le philosophe. C'est un peu le bréviaire de tous les auteurs aujourd'hui, un peu de philosophie du bonheur, voilà, qui utilisent Spinoza pour dire que seule la joie est bonne et que la tristesse ne sert à rien et qu'il faut positiver les joies plutôt que se répandre dans la tristesse. Voilà. Mais ce philosophe, ce professeur de philosophie, connaît un petit épisode dépressif. Qui arrive comme beaucoup, un petit épisode dépressif. Et comme vous savez, quand on est dans un épisode dépressif, on ne peut pas blairer les gens qui vous disent que la vie est belle. Donc, comme le dit sa femme, il ne peut plus saquer Spinoza. Et la pièce est l'histoire de 3 personnages confrontés à cette chute, cette roue libre de ce philosophe en état de dépression, de malaise. Sa femme, qui est interprétée par Yasmina Reza, qui, elle, ne peut plus supporter les signes de décadence de cet homme, la manière dont il épluche son orange en fin de repas, le temps qu'il prend pour éplucher son orange en fin de repas, ou sa manière de porter la robe de chambre, qui est vraiment une sorte d'anti-érotisme total. Comme on le sait, la robe de chambre est dangereuse. Voilà. Ouais. C'est tout l'art de Yasmina Reza de parler d'avoir une philosophie de l'existence, mais qui passe par nos micro-anecdotes ou nos micro-exaspérations. Et donc, face à lui, il y a sa femme qui n'en peut plus de lui,
et de ses manies. Il y a sa psychiatre et il y a un bon ami qui est interprété par Jérôme Deschamps et qui, lui, essaie de lui expliquer comment avoir une Toyota Corolla et renoncer au sexe peut être une bonne route vers le bonheur. Voilà. D'ailleurs, j'avais prévu un tout petit extrait. Voilà. Je suis très heureux parce que Jérôme Deschamps n'était pas là à la création et il reprend le spectacle. Il reprend un rôle et je suis très heureux. On n'a pas commencé à répéter, mais on fait une lecture d'ailleurs mercredi de la pièce. Et j'attends beaucoup de l'entendre dire. C'est juste une citation, je ne sais pas si ça vous fera rire, mais il doit dire donc: quand Sandrine m'a quitté, je me suis dit que je vais perdre 10 kilos et je vais lire la comédie humaine en entier. Je l'ai fait. Résultat, Marie-Claude. Voilà, et donc nous créons cette pièce ici. On jouera exceptionnellement avant et pendant les vacances de la Toussaint. Voilà, c'est une pièce en trifrontale où les acteurs sont très très près du public. C'est une expérience un peu bizarre de scénographie pour moi. Et, voilà, et avec cette pièce qu'on crée ici, on va réouvrir, c'était une commande aussi pour ça, un lieu parisien qui s'appelle La Scala, qui était un grand cave-conce où Fréhel, Damia, Feydeau aussi ont commencé au tournant du siècle, et qui était devenu pendant 40 ans, je crois, un cinéma pornographique très connu des grands boulevards, et là qui est réouvert en théâtre par un producteur qui nous a demandé de remonter cette pièce pour lui. Ah, c'est moi qui enchaîne. Troisième pièce de la saison, Tieste. On est très heureux de le recevoir, il va vous parler, Thomas Joly. On est très heureux. Thomas Joly est un habitué puisqu'il est venu 2 fois avec Henri IV, donc longuement 2 fois. Et il a eu l'idée dans nos unités de formation, c'est les stages que nous proposons pour les acteurs de la région, qu'on appelle les AFR, ateliers de formation et de recherche. Il a donné un atelier il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, sur Tieste de Sénèque, sur les tragédies de Sénèque. Et là, il a eu l'envie de monter Tieste, qu'il crée dans quelques jours, le 6 juillet, dans la Cour d'honneur d'Avignon. C'est le spectacle théâtral de la saison de la Cour d'honneur. Et on l'aura suite à ça. Et il vous parle du spectacle. Je crois que je n'ai jamais lu de tragédie aussi noire, aussi désespérée, aussi cruelle. Et c'est ça, évidemment, qui m'a donné envie de la monter. Alors, l'histoire, c'est 2 frères, Atrée et Tieste, qui se haïssent. Et Atrée va, pour se venger de son frère, décider de lui faire manger ses propres enfants, les enfants de son frère, pas les siens. Sénèque, par la force de son texte, fait que chaque spectateur se représentera cette cruauté-là. C'est vraiment une histoire qui n'a aucun espoir, qui va jusqu'au bout de la noirceur, au bout de la tragédie, et qui, au final, nous interroge sur nos rapports les uns avec les autres, et puis la façon qu'on a de vivre ensemble. Et puis, la tragédie a ça de merveilleux, et c'est, je crois, l'une des raisons qui m'a poussé à le monter, de nous questionner dans notre propre finitude. J'entends par là qu'il n'y a pas de gentils et pas de méchants, il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants, il y a une situation inextricable, une situation bloquée, une impasse dans laquelle se retrouvent ces 2 personnages et dans laquelle nous-mêmes, spectateurs, nous sommes des... Il faut ou aller à Avignon ou venir le voir ici pour comprendre la suite. Bon, rapidement, donc le spectacle d'après, le premier spectacle, Cirque, c'est un spectacle jubilatoire qui nous vient de Bruxelles, qui interroge qu'est-ce qu'être un artiste circassien à la quarantaine, car le principal outil de sa pratique artistique est son corps. Donc à travers une conférence performance burlesque, les 4 artistes amenés par l'intervieweur se livrent à des confessions intimes, donc dignes d'un talk show, comme le nom du spectacle.
vous l'aurez compris, c'est l'instant rock de la programmation musicale du Quai l'année prochaine. C'est un projet qu'on accueille en collaboration, en co-réalisation avec le Shabada. Ça s'appelle la Colonie de vacances. Alors la Colonie de vacances, c'est un projet qui réunit 4 groupes phares de la scène rock noise française. Marvin, Papier Tigre, Pneu et Électrique Électrique. Et ils ont construit ce projet qui est un projet complètement atypique puisqu'il s'agit d'un concert en quadriphonie. Vous l'avez vu, les 4 groupes sont installés sur 4 scènes aux 4 extrémités de la salle. Le public est au centre. Alors chaque groupe joue la même œuvre. Toutes les pièces ont été... Enfin, c'est une pièce qui a été composée pour le concert. Et donc on entend une œuvre en quadriphonie. Les sons comme le public se déplacent et c'est vraiment une expérience sonore et spatiale complètement inédite en musique actuellement en France. Donc voilà, on a le plaisir d'accueillir ce projet dans le Théâtre 400 le 8 novembre. Il faut aimer le gros son. Ouais, faut pas, ouais. Et donc c'est debout. Hein. C'est debout pour les gens qui aiment le gros son. On aura droit de boire de la bière pour convaincre ceux qui voudraient quand même y aller, voilà, dans la salle. Non, je vais décaler à plus tard. Donc, jusque dans vos bras. Oui, jusque dans vos bras, oui. Moi, il y a une phrase de Staline que j'aime bien, qui dit qu'un pays heureux n'a pas besoin d'humour. Donc voilà, en tout cas, nous, ouais, Staline a dit ça. Et en tout cas, donc, il y a un spectacle d'humour, un vrai spectacle d'humour qu'on est très, très heureux d'accueillir. Donc un collectif qui a été créé en 2005, qui s'appelle le collectif des Chiens de Navarre. Ce collectif a explosé sur toutes les scènes de France il y a 4-5 ans. Il y a eu une rétrospective au Rond-Point de tous leurs spectacles dernièrement. Ils ont créé en 2017, en pleine élection présidentielle, Jusque dans vos bras, donc qui vient questionner l'identité française. Donc c'est au travers d'une série de tableaux, de situations burlesques, drôlissimes, improbables. On voit passer le général de Gaulle, à la fois Obélix, Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc, voilà. Donc voilà, il dissèque ce que c'est qu'être gaulois. Donc, on va en voir quelques images tout de suite. J'ai personnellement vu tous les spectacles de cette compagnie et vraiment, je vous le conseille, c'est leur meilleur spectacle. C'est absolument remarquable, quoi. Voilà. Et on s'est dit, parce que dans la saison du CDN, il y a beaucoup de comédies cette année, par hasard de programmation, et c'est toujours très difficile, c'est même peut-être le plus difficile de définir l'humour d'un spectacle. On va essayer parfois, mais là, c'est vrai que c'est des gens qui viennent de l'avant-garde, disons, voilà, et qui ont suivi une trajectoire vers le populaire, qui fait que maintenant ils arrivent aux confins du splendide, un peu, pour avoir un peu des bronzés, voilà, avec un autre objet que les bronzés, qui est plutôt la France macronienne, disons, voilà, qu'ils se payent, voilà, plus ou moins. Mais voilà. Alors, plus rapidement, parce que là c'est un humour que vous connaissez, c'est la dernière création de Jean-Michel Ribes, qui nous vient avec qui on a une fidélité réciproque très forte, et qui nous vient avec 2 personnages. Il a extrait, certains ont peut-être vu un film qu'il a fait il y a quelques années maintenant avec succès, qui s'appelait Muséo Museba, qui était sur la vie à l'intérieur d'un musée, voilà. Et là il a gardé 2 personnages, Sulky et Sulku, de deux personnages de ce film qui était d'abord une pièce et qui commente un peu le bon goût et le mauvais goût, l'intelligence et donc par là la vie. Voilà, 2 personnages perdus dans un musée et qui parlent des choses. L'opinion est à l'humanité ce que la râpe est au fromage, le raisonnement à la pensée, le cirque à l'éléphant. Sulky ? Oui, Sulky. J'ai l'impression que nous avons un échange d'une très grande qualité. Et Georges, il souffre pas trop ? Quand il urine, ça doit faire horriblement mal. Pas trop. Heureusement, c'est du sans-plomb. Ouf! Les gens qui existent ne valent pas mieux que ceux qui n'existent pas. Juste.
Donc maintenant, une grande compagnie américaine, nous avions vraiment le désir avec Robert Swinston de vous présenter ce travail, parce qu'il s'inscrit dans une pure tradition qui émane des années 60, des artistes afro-américains de l'époque qui revendiquent vraiment leur identité culturelle et presque ethnique, entre guillemets. Donc, comme dans la compagnie d'Alvin Ailey, Alphonse King arrive ici avec des artistes de différentes obédiences et on les repère immédiatement. C'est une œuvre et un travail qui est issu de la danse classique, mais qui a toute sa modernité d'aujourd'hui et dont le propos porte justement, il y aura 2 pièces qui seront présentées et la seconde porte sur la notion de dialecte disparu. Donc on est vraiment toujours dans cette, à la suite évidemment de la lutte contre les droits civiques, dans cette dynamique et culture de la défense identitaire d'un certain nombre de populations afro-américaines et pas que. Alors toujours dans le registre de l'humour, il y a 8 ans dans une autre vie, je travaillais au Théâtre du Rond-Point et on avait découvert ce texte absolument remarquable d'Hervé Bloch qui s'appelle Herwarth ou les derniers jours de l'humanité. Et Hervé Bloch, oui. Donc un texte tout droit sorti un peu de la cuisse d'Alfred Jarry. Et donc aujourd'hui, le Rond-Point a trouvé enfin l'équipe pour porter, à l'époque on n'avait pas trouvé l'équipe pour porter ce projet. Donc c'est Laurent Fréchuré, donc un metteur en scène de Saint-Étienne qui a proposé à Vincent De Dienne, qui est lui-même issu de l'école de la Comédie Saint-Étienne, de porter à la scène ce projet totalement dingue et foutraque et voilà, d'un humour salvateur. On va écouter Vincent De Dienne en dire quelques mots lorsqu'il était interrogé. Et merci au comité de lecture du Théâtre du Rond-Point d'avoir trouvé ce texte complètement déglingo et complètement débile et complètement féerique et cauchemardesque et foutraque et alcoolique et narcotique et fou qu'est Herwarth d'Hervé Bloch, parce que on va se régaler à le jouer. On va faire une colonie de vacances d'acteurs qui vont s'emparer du plateau et qui vont faire un peu, beaucoup, n'importe quoi. C'est un peu l'histoire de quelqu'un qui s'allonge sur le divan d'un psychanalyste et où tout à coup ça fait changer la météo, l'atmosphère, et tout à coup il crée des cataclysmes parce que subitement il est tellement furieux qu'il veut dévaster le monde entier. Il est tellement jaloux, il croit tellement que sa femme le trompe qu'il a envie de détruire l'humanité. Et ça rappelle des choses sous un mode très burlesque, ça parle de choses terribles en fait. Je serais d'accord pour être jaloux et que les gens soient jaloux si c'était comme dans la pièce. Oui, parce que quand le personnage qui est jaloux détruit la ville à chaque fois, c'est pour ça. Donc. Le Monde renversé, donc elles sont également issues de l'école de la Comédie Saint-Étienne, qui est vraiment une école prolifique, et c'est leur tout premier projet. Voilà, c'est un projet qu'on a découvert là encore, qui était vraiment à ses prémices, qui était en toute construction, et c'est une vraie réussite, c'est vraiment un vrai miracle. Elles interrogent donc un sujet assez actuel qui est notre représentation du corps féminin. Elles le font en passant par tous les modes du théâtre burlesque, du théâtre documentaire. Elles passent par Foucault, elles passent par Marx, et elles arrivent au mythe des sorcières. Voilà, donc c'est un spectacle qui, avec beaucoup de légèreté et d'humour, interroge une question qui est assez présente aujourd'hui et qu'elles font vraiment de manière merveilleuse. C'est un plaisir d'accueillir à nouveau Lanzine Kouyaté et David Nierman, qu'on avait accueilli déjà il y a presque 10 ans de ça, en 2009, à l'époque dans la petite salle, dans le Théâtre 400, pour leur prochain projet, qui est en fait une création qui a déjà eu lieu en 2015. Ils ont travaillé ça à l'abbaye de Noirlac. Et pour l'occasion, ils se sont entourés de la chanteuse Christelle Warren, dont vous avez pu entendre la voix fabuleuse,
et du chœur Sequenza 9-3, qui est un chœur contemporain, pour créer ce projet donc à Noirlac, qui a été créé à l'occasion du festival Africolor à l'automne 2015, qui a assez peu voyagé depuis. Il a joué à la Cité de la Musique à Paris, et il va être recréé l'année prochaine à l'occasion de l'enregistrement d'un album qui va être produit par Babix. Et donc c'est à cette occasion qu'ils refont une tournée et qu'on a la chance de les avoir au Quai. Ce sera le 20 décembre. Le prochain spectacle... Non, oui. Car nous arrivons à Noël à un rythme frénétique. Et Noël, c'est les enfants, et donc j'appelle Frédéric Aubry qui va faire un petit point synthétique, pour ceux qui s'intéressent, sur la saison pour les enfants, non, la saison jeune public. Bonsoir. Alors cette prochaine saison, la saison jeune public du Quai l'année prochaine, enfin la saison prochaine, ce sera donc 10 spectacles, auxquels s'ajoutent 3 autres spectacles, dont 2 dont je vais parler un petit peu plus tard, une grande boum et un spectacle de cirque au moment du Beau Samedi. Et puis un 13e spectacle dont je ne vais pas parler, c'est Frédéric qui s'en chargera tout à l'heure, parce que c'est une forme un petit peu hybride de la compagnie du Zerep, mais vous comprendrez assez rapidement. Voilà, donc sur ces 10 spectacles, nous accueillons donc 4 créations, et puis 3 spectacles sont coproduits et soutenus par le Quai. Et 7 compagnies seront accueillies ici à Angers pour la première fois. Alors tout cela fait un total de plus de 60 représentations, et donc 60 représentations partagées à la fois sur des séances pour les familles, des séances tout public, et puis d'autres représentations sur le temps scolaire, puisque nous développons ici au théâtre de nombreux dispositifs pour les écoliers. Alors, donc comme chaque saison, vous allez retrouver des propositions pour tous les âges du jeune public, donc de la petite enfance dès 2 ans jusqu'à l'adolescence. Et puis, comme à l'habitude, les formes et les esthétiques seront assez variées. Vous aurez du théâtre musical, des marionnettes, théâtre d'objets, etc. Voilà. Alors, donc on va commencer. Alors, ça ne va pas être tout à fait chronologique. En fait, je vais d'abord commencer par les tout petits. Et donc, le premier spectacle pour les plus jeunes, ce sera Le Petit Bain de Johan Ibert, que nous avons déjà reçu il y a 2 ans, pour un spectacle qui s'appelait Elle, pas princesse, lui, pas héros. Alors, le Petit Bain, c'est un spectacle donc sans parole, assez magique, avec un seul comédien sur scène, et surtout une énorme masse de mousse qui rappelle la mousse de bain. Et comme on peut le voir sur l'image, le personnage s'amuse avec cette mousse à créer des formes, des paysages, ce genre de choses. Tout ça pour le plus grand bonheur des plus jeunes. Donc un spectacle à voir en novembre à partir de 2 ans. Et le second spectacle pour les plus jeunes, ce sera un peu plus tard, au mois de février, donc Ploc. Ce sera une création d'une compagnie nantaise qui s'appelle le Théâtre pour Demain. Et Ploc raconte l'histoire d'un petit personnage en fait, qui subit la montée des eaux et donc qui part en bateau sur sa maison. On va parler un peu de fable initiatique puisqu'il va faire pendant ce petit voyage tout un tas de rencontres. Et donc c'est un spectacle de marionnettes à partir de 3 ans. Ensuite, cette fois pour les plus grands, mais pas encore les adolescents, donc à partir de 7 ans, le spectacle qui va ouvrir la saison jeune public ici, donc Souliers rouges de la compagnie Les Nuits Claires. Donc c'est une adaptation, une réécriture d'un conte qui est peut-être un peu méconnu d'Andersen, qui s'appelle donc Les Souliers rouges. Donc dans sa version originelle, le conte est quand même très dur, puisque la jeune héroïne orpheline a le malheur de passer des souliers rouges alors que sa belle-mère lui interdit. Et à partir de là, on lui tranchera les jambes, et elle sera donc obligée de se repentir toute sa vie. Alors évidemment, je vous rassure, dans le spectacle qu'on va proposer ici, l'histoire a été réécrite, donc il n'y aura pas de jambes coupées, si je me souviens bien du spectacle. Mais par contre, c'est plutôt les choses vont s'inverser, puisque c'est la jeune fille qui va finir grandie de cette histoire, alors que les adultes, par contre, eux, vont vraiment souffrir. Voilà, et je crois qu'on a une petite vidéo. Ta nouvelle maman, te plaît? Oui, madame. Appelle-moi maman, ma chérie. Rouge? Mais vous n'avez jamais marché pieds nus, madame ma mère? Pourquoi veux-tu que je marche pieds nus? Les pieds nus, c'est les bijoux du pauvre. Seuls les pauvres voient leurs pieds rougir de plaisir. Oh, c'est ce que disait ma maman adorée. Oh, qui est ta mère? Voilà, donc Souliers rouges au mois d'octobre à partir de 7 ans.
Alors le spectacle suivant dès 6 ans, donc Lundi Lettre à 2, une nouvelle compagnie, Les Mauvaises Herbes, donc c'est leur première création pour le jeune public, mais c'est peut-être des personnes que vous avez déjà rencontrées puisqu'ils font tous les deux partie du groupe angevin Zur. Voilà, ce sont vraiment deux personnages historiques du groupe Zur. Et donc Lundi Lettre à 2, c'est une adaptation d'un livre de Mark Twain qui s'appelle Journal d'Ève, Journal d'Adam, ou l'inverse, Journal d'Adam, Journal d'Ève. Voilà, et l'idée c'est de raconter la création du monde à travers la rencontre de deux personnages. Et donc la particularité de ce spectacle, c'est d'être un spectacle très visuel, très plastique, puisque les deux, Stéphane Delaunay et Jean-François Aurillon, vont être face à face, donc un spectacle en bifrontal, et vont créer sous les yeux des enfants des images, comme ils savent si bien le faire avec le groupe Zur. Voilà, donc Les Mauvaises Herbes, à partir de 6 ans. Ensuite, donc, nous voilà en 2019, donc au début du mois de janvier. Alors on est très heureux d'accueillir ce Poil de carotte, donc une histoire de... Cette histoire bien connue de Jules Renard est à ma connaissance assez peu montée au théâtre. Et là, Sylvia Costa s'est vraiment emparée de cette chose et le résultat est assez magnifique. Et il faut d'ailleurs noter, mais Nicolas en parlera tout à l'heure, que ce sera la nouvelle artiste associée avec le CDN à partir de 2019. Et donc, l'œuvre, ce spectacle en fait, se déroule en 2 temps. Il y a un premier temps théâtral très classique qui se passe dans la grange de la famille Lepic au moment où une nouvelle bonne vient d'être embauchée. Et ensuite, un rideau va s'ouvrir et on découvrira une multitude de petites scénettes à découvrir comme un livre d'images, avec des images vraiment magnifiques, très oniriques, comme vous allez pouvoir le constater sur la vidéo. Poil de carotte, que penses-tu? Poil de carotte, que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Voilà, donc ce sera le premier spectacle de Sylvia Costa accueilli sur la saison. Il y en aura un second, on en parlera à Nicolas tout à l'heure. Alors, une autre forme qu'on est très très heureux d'accueillir, Alice Laloy. C'est la première fois qu'Alice Laloy montrera un spectacle à Angers. Donc c'est quelqu'un qui, il y a quelques années, a été lauréate du Molière Jeune Public pour un spectacle qui s'appelait 86 cm. Et là, l'idée donc de Sadada, comme on peut se le douter dans le titre, c'est que l'idée, c'était l'envie de parler de l'époque Dada, du dadaïsme aux enfants à partir de 6 ans. Donc ça peut sembler une gageure, dit comme ça. Mais en fait, c'est vraiment une réussite totale, un spectacle très très festif, où il souffle un vent de liberté totale, une création quand même assez ahurissante. Vous allez pouvoir le constater à travers la vidéo que va vous proposer Wilfried. C'est quoi? Un chou. Jolie femme, vous êtes Dada. Seulement, vous ne le savez pas. Demain, Dada aura un visage différent d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, Dada, c'est vraiment une vraie fête à laquelle on convie les enfants. Et d'ailleurs, il y a autant d'ambiance sur scène, comme on peut le voir là, que dans la salle, puisque dès le départ du spectacle, les enfants sont invités à rire, à bouger, à sauter. Il n'y a aucune limite dans la salle, ce qui est assez rare pour être noté. Voilà, donc ça, Dada au mois d'avril, à partir de 6 ans. Alors ensuite, on va passer aux plus âgés. Donc Vilain, la nouvelle création du Théâtre Accru, Alexis Armangol, que nous avons reçu il y a quelques années avec un spectacle qui s'appelait J'avance et j'efface. Et donc comme à son habitude, Alexis convoque sur le plateau plusieurs artistes avec des disciplines très variées. Donc on aura un musicien qui jouera la musique en live, une comédienne et surtout une artiste peintre et dessinatrice qui va créer un nouvel écrin pour cette personne, en fait, puisque le titre Vilain en fait, fait référence au vilain petit canard. Et donc c'est un personnage qui va se transformer du début à la fin du spectacle. Voilà. Et donc Vilain, c'est à voir à partir de 9 ans, au mois de décembre. Ensuite, la compagnie Loba, donc vous connaissez peut-être, Annabelle Sergent, une compagnie basée à Angers. Donc pour cette nouvelle création, ce sera la première fois qu'Annabelle ne sera pas seule sur scène, puisque cette fois-ci, elle ne sera pas sur scène du tout. Elle est passée du côté de l'écriture et de la mise en scène. Et donc, l'envie de la compagnie Loba sur ce spectacle, c'était de parler d'un sujet terriblement d'actualité, qui est le sujet des guerres et des migrations qu'elle provoque. Et c'est un texte qu'elle a coécrit avec Catherine Verlaguet, et c'est l'histoire de 2 adolescents qui se rencontrent ici en France,
un jeune migrant et une jeune fille d'ici. Voilà, à partir de 10 ans, un spectacle très très fort au mois de février. Ensuite, quand j'étais petit, je voterais. Donc c'est l'adaptation d'un texte qui n'était pas à l'origine un texte de théâtre. C'est un texte qui a été écrit à l'issue des élections du premier tour des élections présidentielles de 2002. Et donc ça raconte l'histoire les élections d'un délégué de classe. On peut supposer qu'on est au début du collège environ. Et il y a donc 2 personnes qui vont s'affronter. Le premier s'appelle Anard et le second s'appelle Cachot. Donc comme leur nom peut l'indiquer, ils n'ont pas tout à fait les mêmes idées politiques, même déjà à leur âge, c'est quand même assez marqué. Et donc, sous prétexte de cette élection, eh bien, ça raconte tout un tas de choses aux enfants, en l'occurrence la citoyenneté, la laïcité, etc. Voilà, un spectacle donc d'Émilie Capliez au mois de mars, me semble-t-il. Et puis le dernier spectacle, La Chambre des Accordés, une création de Marc Lenné. Alors qu'il ne crée pas que pour le jeune public, ça a déjà été le cas par le passé. Il avait passé 2 fois commande à un auteur britannique qui s'appelle Mike Kenny. Et donc ce spectacle, il s'agit donc de théâtre musical et ça raconte l'histoire d'un petit enfant prodige du piano, comme on peut le voir sur la photo. Et donc il s'apprête à passer des concours prestigieux pour entrer dans les plus grandes écoles, sauf que à ce moment-là, ses parents ne sont pas en très bonne entente et l'ambiance est plutôt difficile à la maison. Donc cet enfant, hélas, commence à perdre tous ses moyens. Voilà. Donc c'est un spectacle à partir de 8 ans et qui est né, je crois, d'une idée qui est née au moment d'un atelier de formation et de recherche ici au Théâtre Le Quai il y a quelques années. Alors pour terminer, donc évoquer le Beau Samedi, ce sera la 5e fois qu'on organise ce temps fort pour les enfants et les familles. C'est l'occasion à chaque fois, le temps d'un samedi après-midi, d'utiliser tous les espaces du quai pour une grande fête autour de plusieurs spectacles, voire de propositions musicales. Et là, le Kid Palace, donc ce sera dans le Théâtre 400. Et le Kid Palace des Sœurs Fusibles, c'est donc l'idée de créer une immense discothèque, comme ils le disent eux-mêmes, la plus grande boîte de nuit de jour pour les enfants et les parents. Donc il y aura des musiques un petit peu pour tout le monde. Voilà, et ça, ce sera à partir de 5 ans. C'est vraiment l'envie de faire la fête tous ensemble, bien entendu. Et puis la deuxième proposition de ce Beau Samedi qui aura lieu le 17 novembre, c'est un spectacle de cirque de la Compagnie Octobre. Donc c'est également une création, Midnight Sun. Et donc là, on est sur une proposition, on va rentrer dans le manoir façon famille Adams. Et vous aurez donc plusieurs disciplines de cirque qui seront proposées sur scène. Et puis également beaucoup de magie. Et ce sera à découvrir à partir de 7 ans. Voilà, donc pour toutes les propositions dont je viens de parler, il existe un abonnement jeune public pour les parents et pour les enfants, et ça mes collègues de la billetterie sauront bien vous expliquer tout ça, mais il est tout à fait aussi possible, vous adultes, de choisir un des spectacles dont j'ai parlé dans votre abonnement. Voilà, je vous remercie. Merci. Frédéric. Pour poursuivre, ça sera sans doute un des chocs de la saison. C'est un spectacle qu'on a vu, qui a été créé tout récemment à Berlin, qu'on a vu à Anvers et qui va être bientôt au Festival de Marseille puis au Théâtre de Chaillot cet automne. C'est par le génial créateur belge Alain Platel. Et c'est surtout un spectacle d'un adaptateur, d'un compositeur qui s'appelle Fabrizio Cassol, autour du Requiem de Mozart. Un Requiem porté par 15 musiciens autour du métissage africain, une sorte de cérémonie funèbre païenne. Je ne peux pas tout révéler du spectacle, vraiment c'est absolument bouleversant et on va en voir quelques images derrière nous. Le Quai sera la seule scène vraiment du Grand Ouest à pouvoir accueillir ce spectacle. On est vraiment très très heureux de vous le proposer parce que on a vu le spectacle et vraiment c'est une chose absolument remarquable, quoi.
Donc, autour du CNDC pour son festival solo, juste quelques mots du pourquoi de ce festival. On peut constater au travers de l'histoire de la danse, notamment de la danse moderne au XXe siècle, qu'elle a été émaillée jusque dans les années 70 de création de ces solos par tous les auteurs, tous les grands chorégraphes de la danse moderne. À chaque fois, ça a été un espèce de moment de creuser, de recherche pour eux, de retour à eux-mêmes, pour produire une nouvelle matière, ou bien au contraire, boucler une période de création, si vous voulez. Donc ces formes sont d'une extrême richesse et disent beaucoup de l'auteur face à lui-même, en dialogue avec lui-même et en dialogue avec un monde imaginaire ou supposé. Comme vous le savez, ce festival il est porté en partenariat avec le THV. Nous sommes très heureux, le partenariat se renforce, se consolide. Donc il y a un certain nombre d'œuvres que vous pourrez voir au THV. Et vous redire que le CNDC, vous devez le savoir, c'est aussi une école supérieure de danse. Et qu'à cette occasion, nos étudiants remontent chacun un solo patrimonial, donc de la fin du 19e siècle au début, aux années 80 à peu près. C'est en accès libre, c'est présenté 4 fois pendant le festival en tout public, 5 fois en jeune public, ainsi que des solos de création de pas plus de 5 minutes. Et ces programmes sont mélangés. Ça fait des programmes extrêmement vivants, extrêmement agréables et à nouveau l'occasion de se créer une culture chorégraphique. Au-delà de ça, donc on va voir l'ensemble des propositions où il y a à la fois des artistes qui reviennent, des créations, des artistes très connus. Donc on enchaîne, voilà. Donc ça, c'est un des spectacles que vous pourrez voir de Marc Lacour, qui est un artiste proche du CCN de Nantes, que vous pourrez voir au THV. On va enchaîner, je connais moins le travail. Donc James Carless. James Carless, vous l'avez vu ici en création autour du coupé-décalé, dans une œuvre à 2 auteurs, on va dire Robin Orlin et lui-même. Il présente cette fois-ci un travail qui fouille un petit peu ses origines culturelles, notamment au plan religieux. Son père était musulman, sa mère catholique. Son oncle était musulman, sa mère catholique et son père était animiste. Et simultanément, il est camerounais d'origine et simultanément, James a pratiqué l'ensemble et a traversé l'ensemble de ces religions. Et pour travailler cette œuvre qu'il appelle Psaume, il a fait appel à 2 artistes, Eddie Malem et Ali Moini. Ali Moini est un ancien étudiant du CNDC qui est devenu chorégraphe. On peut envoyer la vidéo. Donc ça, c'est l'œuvre de... Ali Moini, c'est pas encore créé, hein, donc ça, c'est l'œuvre d'Eddie Malem. C'est une première et c'est un spectacle coproduit par le CNDC. Dominique Boivin, donc un artiste qu'on affectionne particulièrement. Dominique Boivin était impliqué dans les activités du CNDC, notamment via l'école, puisqu'il a fait avec Philippe Découfflé une création pour les étudiants que vous avez pu voir l'année dernière, qui a été présentée au Théâtre National de Chaillot en même temps que le travail de Robert à l'occasion de l'anniversaire du CNDC en mai. Donc ça a été un grand moment de visibilité pour le CNDC au plan national. Il revient ici avec un solo. C'est un solo autobiographique. L'homme est poète et sa seule présence sur scène dégage émotion et humour décalé. Le drame, pour moi, c'est d'entrer en scène en n'ayant pas envie de danser. Le drame, c'est aussi entendre les gens dire « je ne comprends rien à la danse contemporaine ». En fait, c'est prétentieux d'avoir mis ces petites robes noires. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Alors là, une soirée à nouveau au THV, 3 chorégraphes féminines. Ayla Labé, on la retrouvera plus tard dans un autre spectacle côté CNDC. Et Ambra Senator, vous avez pu voir son travail ici l'an passé, il me semble, et elle vient de faire une création aussi pour les étudiants. C'est la directrice du CCN de Nantes. Donc c'est un travail en création, affaire à suivre.
Alors, Pere Faura, vous ne le connaissez pas, ou peut-être vous le connaissez, mais vous ne devez pas être nombreux. C'est un chorégraphe portugais, plutôt issu du champ de la performance. Il se produit dans cette pièce qui est un espèce de regard amusé sur lui-même et où il interroge sa condition de danseur. Et à cette occasion-là, il essaie de traverser pour se situer en quelque sorte différents registres, depuis la mort du cygne jusqu'à le saut de Jane Kelly dans Dansons sous la pluie, ou bien John Travolta dans La fièvre du samedi soir, ou bien un autre extrême chorégraphique, un solo de Face de Anne-Theresa de Kersmaker. On y va. Now dance me to your beauty with a burning violin, and dance me through the panic now till I'm gathered safely in, and lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. François Chéniaud, donc un artiste avec lequel on a quelques fidélités, qui a déjà présenté un solo ici il y a 2 ans, très pétri d'exotisme, une forme d'exotisme un peu impressionniste, voilà, ou dada. Là, ce qui est proposé là est à la fois évidemment un spectacle de danse, mais aussi un concert basé sur des musiques espagnoles de tradition orale ou savante. On regarde. Chéniaud est un immense danseur, il chante extrêmement bien, c'est un performeur, c'est un homme vraiment, un très grand personnage de scène. Raphaël Delaunay, vous l'avez vu également il y a 2 ans dans un spectacle qui a été très apprécié du public. Elle revient avec une interrogation cette fois-ci sur la culture du corps et son impact actuel. Sentez maintenant votre ceinture pelvienne et laissez la lumière blanche vous pénétrer. Chakra couronne. Attention, défi de Jedi. Oh, sa mère. Oh. Putain. Raphaël est une grande soliste et spécialiste de l'autodérision. Enfin, pour finir, en quelque sorte, Caroline Carlson, alors c'est la dernière fois qu'elle sera sur scène. On va présenter 3 solos plus une surprise, donc je n'en dis rien. 2 solos qu'elle a créés et qui seront interprétés par des danseuses de sa compagnie, et elle-même un solo qu'elle dansera pour la dernière fois. Donc tous ceux qui veulent voir cette icône sur scène, c'est l'année de le faire, parce qu'après ce ne sera plus possible. Et notre festival se finira donc au THV avec 2 artistes, Aurin Camus et Chloé Hernandez, qui présenteront leur prochaine création donc au THV. Alors là, je fais venir Hervé Robe, qui est l'artiste associé du CNDC. Hervé, bonjour.
qui nous accompagne et qui est très présent dans la maison, en résidence, dans le cadre d'interventions en milieu scolaire et autres, mais également au plan de l'école. Il a fait une création qui a eu un immense succès à partir de la messe pour le temps présent qui s'appelle le Grand Remix, qui a tourné sur de très nombreuses scènes et qu'on nous demande de remonter à nouveau pour la Philharmonie. On est très heureux de l'accueillir et là, il arrive avec un nouveau projet de création et je lui donne la parole. Vous pouvez le voir, son travail avec des amateurs jeudi à 19h, tout un travail autour et à partir d'une réflexion sur la ville et de la perception des danseurs amateurs de la ville. Mais c'est un spectacle professionnel. Bonsoir. Oui, donc la saison prochaine, en fait, je commence un nouveau cycle de création des formats en épisodes que j'ai intitulé sous le titre générique In Extenso, Danse en nouvelles. Et donc au mois de février, le 7 février, je crois exactement, ça présentait les 2 premiers opus de ce travail qui va s'étaler sur 3 ans. Le premier opus a un titre très simple puisqu'il s'appelle Danse de 4 et le deuxième opus, Danse de 20. Danse de 20 parce que ce deuxième opus va se fabriquer avec la nouvelle promotion arrivante des étudiants du CNDC d'Angers qui vont arriver au mois de septembre. Danse de 4 est un travail que je vais faire avec des jeunes danseurs que j'ai rencontrés ici et aussi ailleurs, on va dire. Et le lien entre ces 2 projets, c'est un travail que je vais commencer autour de 2 natures de sources musicales. Une partie de la musique va être d'utiliser des œuvres de Charles Ives, un compositeur américain du début du XXe siècle, et puis des commandes de projets musicaux autour d'un compositeur, on va dire, plus jeune, qui s'appelle Jérôme Combier. Et voilà, va se tisser, on va dire, entre Danse de 4 et Danse de 20, une sorte de miroir en anamorphose, puisque les 2 pièces auront leur propre identité, mais il y aura une espèce de porosité, comme ça, sur la duplication du nombre des danseurs. Et puis, donc tu as rappelé le projet amateur, etc. Je crois que j'ai tout dit, en fait, par rapport à ce projet. Voilà, merci. À moi. Donc le spectacle qui suit en février, je pense, c'est ça, est donc Iphigénie de Jean Racine, en alexandrin, mis en scène par Chloé Dabert, qui est notre artiste associée depuis 2 ans maintenant, 3 ans, 2 ans. Donc vous avez pu voir ici cette année Orphelin, 2 pièces de Denis Kelly. Cette année Orphelin, et l'année précédente, L'abattage de Georges Mastromas, qui était aussi une pièce de Denis Kelly, et qui là s'attaque à Iphigénie. Chloé Dabert est une metteur en scène qu'on a découvert il y a 3 ans sur son premier spectacle, présenté à Paris, qu'on a choisi de prendre comme artiste associé, qui cette année crée donc Iphigénie au Festival d'Avignon et qui vient d'être nommée la semaine dernière directrice du CDN, Centre dramatique national de Reims, donc qui a une fulgurante ascension et qui va proposer, en quelque sorte c'est un fil dans la saison puisque en quelque sorte Iphigénie suit Thyeste, puisque Thyeste raconte l'affrontement de Thyeste et d'Atrée, et qu'Atrée, si je ne me trompe pas, si des gens le savent, et le père d'Agamemnon, donc le géniteur des Atrides, Agamemnon et Ménélas, et Iphigénie est la première des tragédies de l'histoire des Atrides, puisque ça raconte le sacrifice par Agamemnon d'Iphigénie pour que le vent vienne et que la flotte puisse aller combattre Troie. Et au retour de Troie, Iphigénie sera vengée par sa mère Clytemnestre, puis et ainsi de suite. Et donc entre Thyeste et Iphigénie, il y a une sorte de série, une série tragique dans la saison. Voilà, que dire d'autre. Et elle monte ça avec sa troupe habituelle. Bon, Opening Night, donc Isabelle Adjani. On commence à avoir une vraie histoire avec Isabelle Adjani. C'est vrai. Vous connaissez donc, je pense, une histoire faite de haut et de bas, comme toutes les histoires voilà. D'amour qui se valent.
Vous connaissez maintenant assez bien, je pense, le travail de Cyril Test, puisque ça fait 2 saisons que nous l'accueillons. Nous l'avions accueilli il y a 2 ans avec un spectacle qui s'appelle Nobody, qui parlait du monde de l'entreprise. Cette saison, nous avons accueilli l'incroyable projet Festen, voilà, que certains d'entre vous, sans doute, ont vu. Et Isabelle Adjani donc, est venue voir plusieurs fois les projets de Cyril Test et lui a passé commande donc, de monter une adaptation à la fois du film mythique de John Cassavetes, mais aussi de ce qui a précédé le film, c'est-à-dire une pièce d'un auteur américain qui s'appelle John Cromwell. Et nous ont demandé d'assurer la production de ce spectacle. Voilà, comme on est un centre de création, il faut qu'on le rappelle aussi, qu'on produit, qu'on porte des spectacles. Et voilà, ce spectacle va être la première française de ce spectacle sera à Angers. Le spectacle va partir sur les routes et de France, puisqu'il sera représenté au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris pendant 1 mois, puis ensuite dans beaucoup de villes du monde, de New York à Hong Kong et Sydney. Voilà, donc je laisse Cyril Test expliquer un petit peu le cœur du projet sur lequel il va travailler prochainement. Tout fait sens à partir du commencement, et je crois que le commencement, c'est une rencontre avec Isabelle Adjani, à l'issue d'une représentation qu'on avait faite à Lille. J'ai vraiment envie de parler de la notion de la rencontre. La question de la rencontre, elle s'est faite avec Isabelle Adjani il y a 1 an, et de là, Valérie Six et Isabelle Adjani sont arrivés avec une idée, c'était et pourquoi pas revisiter un nouvel opus d'Opening Night, c'est-à-dire de créer un 3e Opening Night après celui de Cromwell et de Cassavetes. Pas tant par le récit lui-même, parce qu'au fond, Cassavetes a son propre récit, Cromwell a son propre récit, mais quel est notre récit? Et je pense que notre récit, c'est la rencontre entre un metteur en scène et une actrice, qui vont se poser des questions de fond sur leur relation au monde, la relation aussi d'Isabelle Adjani à son propre métier et à sa propre condition de femme aujourd'hui, de toutes ces questions-là qui sont très sensibles et qu'on a envie, nous, de mettre en lumière, en tous les cas. On a envie vraiment, dans cette création, que le théâtre vraiment invite un peu plus encore l'image, je dirais, à lui, et que ça traduit aussi tout simplement de l'histoire d'Opening Night, qu'elle soit, parce que c'est une pièce de théâtre au départ, hein, c'est Cromwell, donc c'est une pièce de théâtre, et également le film de Cassavetes. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est ce passage, je dirais, du plateau à l'image. Un peu comme un making-of, on filme, en tout cas ce que fait Cassavetes, c'est qu'il filme en tout cas le process d'une pièce de théâtre. Et Cromwell, ça narre en tous les cas l'histoire d'une femme qui est hors champ. Dans notre Opening Night, il s'agit de 3 personnages. On a Isabelle Adjani qui incarne donc une actrice, Frédéric Pierrot qui incarne donc un acteur qui sera en binôme, un peu comme Trigorine et Arkadina, si tu veux, contemporain, et le Treplev qui serait ce réalisateur. Mais on a ce trio aussi chez Cassavetes, avec Ben Gazzara, Cassavetes et Gina Rollands, et on le retrouve aussi chez Cromwell, tu vois, entre Fanny, son habilleuse, et le machiniste. Donc on a ce récit à 3 qui s'écrit. Si on veut trouver quelque chose de fort dans la création, alors il faut pouvoir être vulnérable. Pour être vulnérable, il faut être entouré de gens qui t'accompagnent là-dedans. Or, Opening Night, c'est ça aussi que ça va raconter, c'est à quel endroit on n'a pas le droit de l'être vulnérable. Et pour raconter ces choses-là, je pense qu'il faut être avec des acteurs sensibles, tout simplement. Je pense que ce qui est très beau, c'est le glissement entre ce qui est hors champ et ce qui est à l'image. Et c'est ça qui va être peut-être ce que je garderai des œuvres. Et Opening Night, peut-être ça ne sera plus qu'un vieux souvenir. Tu vois, le titre. Voilà, donc c'est un projet qu'on aura vraiment la chance d'avoir ici en primeur. Pour poursuivre donc avec une actrice également de cinéma, puisque Laetitia Dush est une actrice que vous connaissez peut-être, un peu une égérie du cinéma d'auteur français, et qui a aussi créé pas mal de solos. Là, elle a proposé un solo, mais avec un cheval qui s'appelle Corazon. Le projet a été créé il y a très peu de temps à Lausanne, au Théâtre Vidi. On a eu la chance de le voir. C'est vraiment une vraie réussite. Enfin, le spectacle a été salué par l'ensemble de la presse. C'est un projet qui est vraiment sur une sorte de mise à nu, de mise à égalité, dans tous les sens du terme, en tout cas. Elle interroge un peu ses propres lâchetés aussi, ses engagements politiques déçus. Elle est d'une grande honnêteté. Enfin, c'est une sorte de dialogue avec quelqu'un qui évidemment ne répond pas, mais qui n'en pense pas moins. Enfin, c'est ce qu'on pense un peu pendant tout le spectacle. La présence de ce cheval est absolument, extrêmement forte, ramène à une sorte de présent du théâtre. Et ce n'est pas un spectacle sur l'injustice du monde, mais un petit peu sur nos difficultés à ressentir en fait les injustices du monde. Voilà, c'est
absolument merveilleux. On l'a vu, c'est voilà, une grande humanité. Et voilà, c'est bouleversant quand même. C'est partie des gens, comme vous dites, il y a beaucoup de comédies cette année au Quai. C'est partie des gens qui ont tenté, qui vient un peu du théâtre d'avant-garde et du cinéma. Vous l'avez peut-être vu, elle a fait un film qui a eu la Caméra d'Or l'année dernière à Cannes, dont elle était actrice principale. Elle était aussi dans Solferino, un film très drôle, très curieux. La bataille de Solferino, un film qui a été filmé en direct pendant l'élection de François Hollande, voilà, où elle jouait une mère de famille un peu dépassée, qui était un film très drôle. Mais elle vient de ce cinéma-là d'avant-garde et elle a essayé, de manière très crue, de revisiter les codes de ce qui marche beaucoup à Paris, mais qui est un peu hors de notre tradition, le stand-up. Voilà. Et là, c'est une version un peu différente de ce qu'elle a fait, de deux précédents spectacles un peu qui étaient du stand-up trash, un peu, je ne sais pas comment l'appeler, comme ça. Et c'est aussi une manière de revisiter les codes, les genres de la comédie au théâtre. Alors, Unisson d'Ashley Chen. Ashley Chen est un danseur. Il était présent sur ce plateau dans Beach Birds aux côtés de Robert Swinston, dans une pièce de Cunningham. Mais cet artiste a vraiment une capacité de rentrer dans des aventures chorégraphiques extrêmement différentes. Il a aussi bien travaillé avec Boris Charmatz qu'avec de très nombreux autres chorégraphes. Il arrive là avec sa propre œuvre, donc, qui s'appelle Unisson et qui interroge, j'ai envie de dire, le groupe, la communauté aujourd'hui et la façon dont elle peut produire et faire du sens, créer du lien tout en respectant les individualités. La forme, elle est vraiment d'aujourd'hui, elle renvoie à des problèmes d'écologie, des problèmes tout à fait actuels. Et sur scène, les musiciens sont présents sur scène. On va regarder un extrait. Il y a pas mal de jeunes artistes actuellement qui travaillent sur cette notion de groupe, de l'être ensemble, de figure de la communauté. C'est pourquoi on a choisi d'en faire une thématique du second trimestre. Et vous aurez une série de conférences à ce sujet qui mettra en lumière les différents liens que la danse, dans son histoire au cours du XXe siècle, a pu entretenir avec cette figure de la communauté. Comment est-elle porteuse d'une certaine image de l'être ensemble tout au long du XXe siècle? La même semaine, et ce n'est pas par hasard, donc nous présentons Maybe de Maggie Marin, qui là aussi présente un groupe, mais qui est aussi une œuvre phare de répertoire français chorégraphique, qui est une œuvre majeure et qui revient pour le plus grand bonheur de tous, du moins je l'espère. À 8h, il sera 7h. 8点钟将是7点钟。 Un teaser très énigmatique, comme l'artiste à l'origine de ce projet, David Babin, alias Babix, que vous connaissez peut-être, vu qu'on l'avait accueilli en 2009, j'allais dire au début de sa carrière, mais pas tellement, vu qu'il a sorti son premier album en 2006. C'est vraiment un orfèvre de la chanson, Babix. Un auteur-compositeur, un peu poète mélancolique, maudit. Voilà, un artiste qui a vraiment tracé un sillon assez singulier et très personnel dans la chanson française. Et qui depuis a collaboré avec de nombreux artistes. Il est très sollicité. Il a travaillé avec Thomas de Pourquerie, justement, qu'on accueille. Il a travaillé avec Camélia Jordana, enfin voilà, des artistes comme ça. Et là, pour son prochain album, qui n'est pas encore sorti, il sortira en mars 2019,
Il s'appelle Les Saisons Volatiles. Et donc, il sera présent sur la scène du Quai, la grande scène, avec juste son piano, sa voix, et 3 danseuses chinoises qu'il a rencontrées, qu'il a vues en fait. Parce que ces saisons volatiles, il les a écrites de la fenêtre de son appartement en haut de Montmartre, à regarder les saisons par sa fenêtre. Et tous les jours, il voyait ces femmes dans le parc en bas de chez lui, ces 3 danseuses chinoises, danser une danse traditionnelle. Et du coup, à force de les voir tous les jours, un matin, il s'est dit qu'il allait aller les voir et leur parler. Et c'est comme ça qu'elles sont arrivées dans son univers et qu'il a décidé de les emmener avec lui sur ce projet. Donc voilà un petit peu l'histoire des saisons volatiles. Donc on est sur un piano-voix simple et beau comme sait le faire très bien Babix, et on a hâte de découvrir ça. Ce sera chez nous le 27 mars. Pour le spectacle qui va ouvrir le festival Cirque, on peut peut-être envoyer des images parce qu'elles sont vraiment parlantes. Et donc c'est d'un collectif qui travaille sur la chute, sur le délitement, sur la catastrophe, le hasard. Voilà, c'est le pari un peu du collectif Galactique Ensemble. Ce spectacle a enflammé la scène du Théâtre Sylvia Montfort à Paris la saison dernière. Voilà, ça convoque à la fois l'acrobatie et Buster Keaton, comme vous pouvez le voir. Un des pics donc, voilà, du répertoire cette saison, comme chaque année il y a un peu un Molière, c'est pas une directive qu'on se donne, mais c'est comme ça vient comme ça pour un peu étayer la saison. Donc cette année ça sera Le Misanthrope, le chef-d'œuvre de Molière, de ses plus belles, enfin il n'y a pas de hiérarchie, mais de ses plus belles pièces sur la vanité, sur l'être en société, comment se perdre en société, sur la misanthropie, bien sûr, et sur beaucoup de choses. Et on est très heureux d'avoir une grosse production qui nous vient, qui va être créée à Genève, et qui est mise en scène, c'est la première fois qu'on le reçoit au Quai, je pense, par Alain Françon. Alain Françon qui est un des... Enfin, je ne sais pas comment le qualifier, même, il est un des derniers maîtres un peu d'un certain théâtre français, théâtre de texte, théâtre où le metteur en scène essaie d'interpréter, de poser sa lecture de la pièce. C'était le grand directeur de La Colline pendant un certain nombre d'années. Il a vraiment monté beaucoup d'Édouard Bond, et puis c'est un grand metteur en scène de Tchekhov en France aussi. Et pour la première fois, il s'intéresse à... Enfin, la première fois, il tente de monter Molière. Il n'avait jamais attaqué ce répertoire-là. Et avec sa troupe, une troupe assez habituelle, avec Gilles Privat, Dominique Valadier, qui est encore... voilà, sa troupe assez... C'est un metteur en scène de troupe. Et il s'attaque à ça. Et c'est vrai, un metteur en scène dans la lignée, très différent, mais dans la lignée des Chéreau, Bondy, Engel, voilà, qui a une sorte d'amour de lire un texte, de le mettre en volume et en pensée sur scène. Donc la prochaine artiste, c'est donc ce que Frédéric Aubry indiquait tout à l'heure, donc notre prochaine artiste associée. Donc c'est une jeune trentenaire qui est une artiste complète, à la fois scénographe, auteur, interprète, metteur en scène. Sa prochaine création va être créée dans le cadre du Festival d'automne à Paris, représenté à la MC 93 de Bobigny. Donc dans le pays d'hiver, autour de 5 dialogues de César Pavese. Et elle doit être en direct avec nous depuis l'Italie. Bonjour Sylvia. Bonsoir. Où es-tu? Mais où es-tu? Non, je suis à Salzbourg. À Salzbourg? Okay. Ouais. Bon, c'est pas exactement l'Italie, mais c'est... Non, proche. Tu voyages beaucoup, d'accord. Ouais. Non, mais voilà, donc on est très heureux d'accueillir en tout cas dans la saison ce deuxième spectacle, puisqu'on aura accueilli juste avant Poil de Carotte. Non, j'imagine que pour toi, travailler sur Pavese, donc un auteur majeur italien, ça doit être une chose très importante et essentielle, non? Ouais, c'est une grande poids et un choix que je fais, je sens le poids de ce choix que je fais, mais je suis en même temps ravie d'avoir cette matière dans les mains. Et pour moi, en effet, la littérature en général est une chose très importante. Et le travail qu'on peut faire sur la littérature,
pas seulement pour les mots qu'on peut apprendre dans les livres, voilà, pas seulement pour les mots, mais surtout pour les histoires et pour les vies qui sont racontées dans la littérature. Parce que ce sont des vies que nous, on peut vivre, même s'ils ne sont pas les nôtres. Donc, pour moi, c'est une source d'inspiration souvent, la littérature. Cette fois, c'est Pavès, mais voilà, Poil de carotte, c'est aussi un auteur français très important aussi. Donc, en général, je dirais que ma source vient vraiment de la littérature. D'accord. Dans ton travail, il y a une constante qui est souvent un rapport aux mythologies. Donc, parce que tu montes des textes souvent qui ne sont pas théâtraux. Donc, qu'est-ce que tu ne trouves pas dans les textes théâtraux et que tu trouves ailleurs? Mais pour moi, la mythologie est un système. Donc, c'est une sorte de mécanisme pour ordonner les choses du réel et pour donner un ordre aux images, qui sont des images de notre réalité. Et en effet, au théâtre, on fait ça pour moi, c'est monter des images. Donc je trouve dans la mythologie exactement ce mécanisme de connexion entre les éléments qui, après, c'est qu'est-ce que je cherche de faire au théâtre. Donc c'est une sorte de superposition entre deux systèmes de mécanismes. Et donc c'est quelque chose qui, pour moi, c'est aussi naturel. Et les mythes, en effet, ça vient d'une sorte de attitude humaine de créer des histoires, de donner sens aux choses. Donc, je continue dans cette machine mythologique et de travailler dessus. Donc, je la sens aussi dans ma nature. D'accord. Bon, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Et qu'est-ce que tu fais à Salzbourg? Je suis en train de travailler sur un opéra. Salomé. Je suis la collaboratrice de Romeo Castellucci, donc on est là pour répéter. Et la première, ce sera le 28 juillet pour le Festival de Salzbourg. D'accord. Bon, bah merci beaucoup Sylvia en tout cas. On est très très heureux de t'accueillir en tout cas par 2 fois. Moi, je suis aussi vraiment heureuse de pouvoir venir chez vous et travailler avec vous. Et donc, j'espère que ça va arriver vite, le temps. Merci à toi en tout cas. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. Je ne sais pas si tout était compréhensible vraiment, mais si. Non, on est très heureux de l'avoir en artiste associé. C'est une jeune personne très brillante qui monte donc un travail qui va être sur Pavès, qui est sans doute un des plus beaux écrivains de la littérature italienne. C'est un écrivain d'après-guerre, voilà, qui a écrit un livre merveilleux. C'est pas celui qu'elle monte, mais qui s'appelle Le métier de vivre. Et elle a commencé, et elle est toujours, puisqu'elle monte Salomé à Salzbourg pour le festival de Salzbourg avec Romeo Castellucci comme collaboratrice. Romeo Castellucci qui est une des stars de la mise en scène, qui fait des choses maintenant très, pas conceptuelles, un théâtre d'image très puissant. Il était en cours d'honneur il y a quelque temps, voilà, sans texte, mais qui a monté le début, un des plus beaux spectacles que j'ai vu, qui s'appelait Giulio César, il y a 20 ans, où il montait Giulio César de Shakespeare en gardant 3% du texte. Mais voilà. Et elle a cette force de l'image, mais elle remet du texte dedans. Enfin, elle l'agrippe à du texte. Et voilà, on espère beaucoup de cette création qui va être. Et c'est ce qu'elle fait avec Poil de carotte pour les enfants. Voilà. C'est ça. C'est bien dit. Alors pour le prochain concert, on n'a pas d'image encore parce que c'est tout simplement un projet qui n'est pas créé, vu que la création aura lieu au Festival d'Avignon, dans la cour du Palais des Papes, là, fin juillet. Donc il s'agit de Ici-bas, mélodie de Gabriel Fauré, qui est un projet hommage à Gabriel Fauré, qui est un artiste qui a mis en musique de nombreux poètes, comme Théophile Gautier, Verlaine, Sully Prudhomme, pour ne citer que. Et ce projet a été conçu par Sonia Bester, dont on connaît un petit peu le travail, vu que c'est elle, par exemple, qui a fait se rencontrer Rosemary Stanley d'Homme la Nena pour le projet Birds on Wire qu'elle produisait. C'est elle qui a créé, on fait un spectacle qu'on a accueilli aussi il y a 2 ans dans la petite salle. Et pour ce projet, elle a confié la direction musicale à Olivier Mélano, qui est un artiste aussi de grand talent, que beaucoup d'artistes de la chanson française collabore avec lui. Je pense à Dominica, je pense à des artistes comme Arthur H ou Miossec ou Françoise Breut, voilà.
Sur ce projet-là, ils ont décidé de réunir 4 musiciens et 4 chanteurs qui sont venus d'univers assez différents, du jazz à la pop. Et l'idée, du coup, c'est de débarrasser un petit peu ces mélodies de Gabriel Fauré de leur lyrisme, de leur esthétique lyrique, pour mettre en lumière un petit peu leur simplicité, leur luminosité, leur grâce. Ça, grâce à la voix des chanteurs un peu jazz et pop qui le chantent du coup en toute simplicité. Et sur la date du Quai, on a la chance d'avoir 2 artistes invités sur ce projet-là, en plus des 4 chanteurs fixes du spectacle, qui sont du coup la franco-camerounaise Sandra Nkake, qui est donc la grande voix de la soul pop française, et également la comédienne Judith Chemla, qui vient pour ce spectacle nous faire profiter de ses grands talents de chanteuse. Voilà, donc ce projet sera sur la grande scène du Théâtre 900 le 27 avril. Juste un petit mot, parce que cette année, on a particulièrement beaucoup de spectacles qui démarrent dans le IN d'Avignon. Alors, le IN d'Avignon commence la semaine prochaine. Alors, vous pouvez attendre les critiques pour choisir les spectacles, mais quelles que soient les critiques, c'est juste pour vous dire que les spectacles ont vraiment souvent 2 vies. Des spectacles peuvent être mal reçus ou mal impréparés en cours d'honneur ou ailleurs, et après, leur vie en salle, en tournée, est souvent tout autre. Donc c'est simplement, si vous êtes prudent et que vous attendez pour prendre ces spectacles une semaine, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Non, mais quand on programme une pièce qui est dans le Festival d'Avignon, surtout en cours d'honneur pour Thiès, ou même au Carme pour Iphigénie, on se dit, on dit que la sanction va tomber une semaine après la présentation de saison, ce qui est un peu hasardeux. Voilà. Mais bon, voilà. Bonne chance à tous. Voilà. Donc la danse revient avec Wim van de Kebus, avec une création, donc c'est difficile d'en parler. Peut-être signaler que c'est une grande forme, que Wim van de Kebus est un des artistes majeurs de la scène flamande des années 80. C'est un artiste qui est très prolixe et qui continue à créer de nombreuses œuvres, qui tournent beaucoup. C'est quelqu'un de l'engagement physique maximum, de la prise de risque physique maximum, qui met en scène ou chorégraphie de grandes épopées, des espèces de récits chorégraphiques, et souvent lui aussi basé sur l'interrogation de certains mythes. Voilà, je pense que vous aurez tous un grand plaisir à voir ce travail qui est incontournable. Dans Babarman, les comédiens jouent sous un chapiteau un spectacle pour enfants dont les adultes ne voient que les coulisses. 2 spectacles en un pour un méli-mélo réglé au millimètre. Il y en a un devant moi qui est trop grand, je vois rien, je comprends rien, alors il se vaille. Dans le gros Babar, c'est une grosse table, normalement c'est un monsieur Babar. Stéphane, oui, quoi? Ils ont beau crouler sous les masques et les postiches, les muses et les museaux du Zérep, comme les surnomment les metteurs en scène, n'ont pas peur de se mettre à nu. Une liberté que seule permet la confiance absolue qui règne sur le plateau. Bon alors, pour être précis sur ce spectacle, donc c'est un spectacle qui est tout public, mais qui concerne les enfants et les parents. Mais le dispositif, il voulait expliquer là, est particulier. Le Zérep, on l'aimait beaucoup, c'est un collectif, comme on dit, très punchy, voilà, qui a sa verve à elle, tout ça. Et là, ils ont fait un spectacle qu'on a beaucoup aimé, très particulier. C'est-à-dire que c'est un spectacle qu'il faut venir avec ses enfants, ou vous avez le droit de venir sans enfants aussi. Mais les enfants vont dans un chapiteau qui est sur le plateau, et assistent à un spectacle que personne ne connaîtra, mais un spectacle très tranquille sur Babar. Ils n'ont pas eu les droits de Babar, donc ils l'ont appelé Babarman, mais qui raconte l'histoire de Babar. Et les spectateurs adultes, les parents ou les spectateurs adultes sont assis dans la salle et assistent aux coulisses. Voilà. Pour venir avec ses enfants, il faut être accroché, il faut y croire. Non, mais les enfants n'entendent absolument rien, c'est ça que je dois vous promettre, de ce qui se passe sur le plateau. Et sur le plateau, il y a une troupe d'acteurs, des quinquas, fatigués de faire du jeune public, et qui racontent leur vie là-dessus. Et qu'il se passe des choses. Et c'est vrai que le spectacle, enfin moi je vais le voir, il était écrit en terre, le spectacle est autant... ce qui se passe sur scène est, c'est pas toujours le cas, jamais très beau, quoi, sur la fatigue des acteurs qu'on voit rentrer, enfiler des masques surchauffés de Babar et rentrer faire un spectacle jeune public, tout ça, c'est très beau. Et il y a l'autre spectacle qui est de regarder les parents tétanisés, d'entendre ce qui se dit sur le plateau en ayant peur que les enfants... Mais je vous promets, c'est étanche. Et les enfants ressortent avec très contents, avec plein de cadeaux en plus. Voilà.
Mais il faut absolument que des gens viennent avec des enfants. Sinon, voilà, c'est la difficulté dans laquelle on est. Donc j'essaie de créer la confiance et à la fois bon, on fera des appels en cours de saison. À nouveau un fidèle du CNDC, donc Kaderatou a déjà été programmé ici avec une autre pièce. Avec Allegria, il retrouve ses œuvres, j'ai envie de dire, son écriture de jeunesse, qui est une écriture beaucoup plus épurée, avec une mise en scène très légère, et où on est vraiment dans le plaisir du mouvement, dans le plaisir de la relation des artistes entre eux, et dans le plaisir de la quotidienneté de danser. Ça manque encore. Alors, à nouveau, dernière création, oui, c'est la dernière création de la saison. C'est encore moi qui m'en charge. Enfin, l'année prochaine, c'est 2 petites créations. Retour. Donc, c'est une création de 2 pièces de Fredrik Bradberg, un jeune auteur norvégien, qui n'est pas sur la photo, mais qui est un jeune auteur norvégien. Pour une des 2 pièces, une création mondiale, l'autre a été créée, et ces 2 pièces qui sont associées dans un diptyque. Alors, comme on disait tout à l'heure à propos des chaînes d'Ambar, c'est très dur, c'est une comédie. C'est 2 comédies. C'est très dur de définir un humour. Alors, définir l'humour norvégien est encore plus difficile. Mais en réfléchissant, c'est un peu comme l'humour italien, ça qu'on connaît, mais plus chirurgical. C'est-à-dire, c'est de la fission, c'est un peu de la fission à froid de la bienséance, du bien entendu, ou des évidences, voilà, plus que par le verbe italien, plus que par la pléthore verbale. Et d'ailleurs, la pièce, ce spectacle que j'ai conçu, c'est plus, oui, c'est comme un peu ce cinéma italien qui n'existe plus, qui avait, comme avec les Nouveaux Monstres, avec Risi, c'est-à-dire que c'est comme des sketchs longs et qui s'attaquent par différentes faces à un phénomène social ou un fait de société ou à la société telle qu'elle est. Et là, Bradberg, par plusieurs faces, s'attaque via la comédie à un peu la trinité contemporaine, la famille contemporaine, le père, la mère, l'enfant, un peu cette famille nucléaire, libérée de tout, généreuse, sans tabou, qui a dépassé la psychanalyse, qui est bien heureuse, et il s'attaque là-dessus. Alors il y a 2 pièces, une qui s'appelle Retour, très simple. Le but, je ne dévoile pas, mais c'est les 10 premières minutes, le but est que pendant 10 minutes, vous allez avoir très peur d'être dans une vraie pièce norvégienne. C'est-à-dire qu'il y a un couple, la mère et le père. La mère est assise dans le canapé, le père regarde par la fenêtre, voit le chien des voisins qui aboie. On comprend progressivement qu'il y a un enfant qui a dû mourir, ils doivent l'enterrer, mais il n'y a pas le corps. Comment on enterre un enfant sans le corps? On se dit, on est parti là, ça va être terrible. Et ça sonne à la porte. L'enfant apparaît, il est là, il est épuisé, il est sale, il a très faim. Et voilà, les parents sont dans des états terribles, lui amènent un gigot, il mange tout le gigot, puis ils finissent par lui demander, mais t'étais où? Et alors il raconte une histoire d'avalanche, puis il s'est réveillé à côté dans les fougères, il y a un noir, on retourne, le père est nouveau devant la fenêtre, la mère est là, et c'est reparti. Et l'enfant n'en finit pas de sonner et de revenir avec toujours une autre raison, jusqu'à ce que les parents en aient marre d'attendre cet enfant qui toujours meurt et toujours rien. Voilà, c'est la première chose. La deuxième pièce, c'est une pièce, ça s'appelle le père de l'enfant de la mère. C'est une pièce qui raconte comment 2 êtres, un père et une mère, peuvent, par des petits glissements succès, entrer dans une lutte féroce pour être le préféré de l'enfant. Donc les 2 pièces, c'est des pièces qui démarrent quelque chose de réaliste et qui est porté à une sorte d'absurde, mais l'absurde rejoint le réel, au-delà de nos attentes, de discours, tout ça. Et l'auteur, juste pour finir là-dessus, l'auteur est très étrangement, il explique qu'il écrit comme ça, est un très grand interprète
un très grand pianiste, compositeur d'ailleurs, mais surtout interprète de Beethoven. Et il écrit ses pièces comme des fugues de Beethoven, comme des suites de Beethoven. Ouais. C'est un motif qui n'arrête pas de varier. Un motif. Et quand vous voyez ces pièces, effectivement, c'est une même scène. Et c'est un jeu un peu avec le spectateur, un jeu des 7 erreurs. Non, il voit la scène, il se dit au début, mais je viens de revoir la même scène. Et puis il voit qu'il y a un petit décalage progressivement, et c'est très, très éludique et très intelligent, très brillant, quoi. Et donc, pour ce faire, voilà, je suis heureux d'avoir, donc il fallait un trio qui mène la barque, il y a déjà un truc, je crois que ce trio sera mené par Camille Chamou, vous voyez, elle est là, voilà. Camille Chamou, qui est une sorte d'égérie de la nouvelle comédie française, elle était dans Largué, elle était dans, pas les Gonzesses, ça s'appelle les Gazelles, bon, des grosses comédies françaises, elle vient du théâtre, mais elle a eu son succès par le one-man show, puisqu'elle a fait un one-man show qui a eu un énorme succès qui s'appelait Né sous Giscard. Et ça fait partie, comme De Dienne, comme Laetitia Doche, des gens qui sont, pas transgenres, mais qui traversent aujourd'hui le théâtre, la télévision, les séries, le cinéma, voilà, qui sont plus du tout dans des domaines repérables et qu'on est très heureux dont on est très heureux de choper l'énergie parfois et la folie pour certains projets. Et donc c'est avec elle, Dimitri Doré et Jean-Charles Cliché, que vous avez déjà vu lui ici. Voilà, c'est tout. C'est en jeu. Donc on va clore la saison musicale avec Tafel Musique de l'ensemble Amaryllis. Alors on n'a pas d'image à vous montrer parce que c'est un projet qui est encore en création. L'ensemble de musique baroque Amaryllis est un ensemble qui est vraiment très reconnu au niveau national et international, un ensemble de premier plan, donc on est très content d'être coproducteur de leur prochaine création. Il s'attaque au répertoire de Georges-Philippe Telemann avec le projet Tafel Musique. Donc Tafel Musique, traduit en français, c'est musique de table. Ce qu'on appelle les musiques de table, c'est les musiques qui ont été composées au XVIe et XVIIe siècle, non pas pour être jouées à des concerts, mais pour accompagner les fêtes et les banquets. Donc ça n'avait pas du tout pour objectif d'être joué à des concerts. Et du coup, l'ensemble Amaryllis va nous jouer ce programme et c'est inspiré des tableaux du XVIIe siècle, qui sont des tableaux de scènes de genre, de banquets, pour faire la scénographie du projet. Donc voilà, le projet est encore en création. Ce sera créé le 27 octobre à l'abbaye de Fontevraud et sur la grande scène du Théâtre 900 le 28 mai. Et pour en tout cas clôturer la saison théâtrale, on finit par un festival qui sera un peu, en tout cas l'aboutissement pour deux d'entre eux, Garance Rivoal et Clément Pascaud, de tout un accompagnement qu'on met en place. On est donc un centre dramatique national et on a toujours cette question de se dire comment on met en œuvre, comment on accompagne au mieux les jeunes créateurs et notamment les jeunes créateurs à la fois angevins et de la région. Et donc du coup on a mis tout un dispositif en place qui consiste à évidemment coproduire, mettre des ateliers de recherche à leur disposition, que les artistes associés vont les parrainer pendant une année, vont pouvoir être des gens avec qui ils vont être en dialogue, des ateliers de formation comme j'ai dit, enfin bon, tout un tas de dispositifs pour leur nouvelle création. Et on a réuni un peu ces créations dans un festival, donc qui s'appelle Prémices, qui sont donc les débuts de chacun de ces metteurs en scène. Donc il y aura 5 spectacles, un spectacle porté par donc Garance Rivoal qui va travailler autour de ADN de Denis Kelly, donc Denis Kelly qu'on a beaucoup accueilli puisqu'on avait accueilli Orphelin et l'abattage rituel de Georges Mastromas. Clément Pascaud lui va travailler autour de la figure de Pentésilée de Kleist et nous aurons un artiste du Mans qui s'appelle Comme de Belsize, qui a une petite carrière quand même puisqu'il avait été celui qui est à gauche. Voilà, celui qui est à gauche, qui avait fait le théâtre de la Tempête, le théâtre du Rond-Point, qui est à la fois auteur et metteur en scène et qui travaille lui sur. On a assisté à une lecture de son texte qui n'est pas encore créé sur encore l'éclatement de la cellule familiale au travers d'un père un peu omniprésent, on va dire. Mais c'est absolument jubilatoire et assez décalé, assez drôle. Et on aura un drive-in théâtral, voilà, c'est une proposition devant le quai portée par Guillaume Bariou, qui est un artiste nantais. Donc on vous invite à venir avec votre voiture. Pour ceux qui n'en ont pas, nous mettrons des voitures à disposition parce que le spectacle se passe
au travers des radios de la voiture, mais évidemment avec des acteurs qui seront devant. Enfin, voilà. Mais c'est un drive-in théâtral. Et pour finir, il y aura un spectacle qui, à mon avis, va être un des spectacles du Festival Off d'Avignon, cette fois-ci pas In, mais Off, qui est un spectacle qui s'appelle 100 mètres papillon, que nous avons découvert dans une petite salle à Paris cette saison, par un tout jeune acteur qui s'appelle Maxime Tafanel, qui était à la Comédie Française, qui était dans ce qu'on appelle le collectif Colette, qui est un collectif qui est issu des jeunes acteurs de la Comédie Française, et qui, lui, a travaillé sur sa propre histoire. Il a été nageur professionnel, et il raconte, dans un parallèle avec le théâtre, sa relation entre le sport de haut niveau et cette difficulté, l'entraînement, les rapports avec son entraîneur. Enfin, voilà. Et c'est un spectacle absolument, absolument remarquable. Voilà, donc on finira la saison en festival avec des maquettes également présentées par le collectif Citron, par la compagnie Platoka qui est installée à Angers. Oui, et à cette occasion, comme à l'occasion de plusieurs spectacles de la saison, nous aurons une fabrique. Vous savez, cette université populaire que l'on mène, et il y en aura une au moment de prémisse, comme il y en a une sur l'identité nationale liée aux chiens de Navarre qui viennent, ou une sur le problème de la paternité, de ce qui est devenu le père autour de retour. Voilà. Et on s'est amusé à faire un tout petit questionnaire à ces metteurs en scène façon Combini, pour ceux qui connaissent. Je suis venu en Passat, la voiture qui sert sur le spectacle. Diesel, pleine balle. Je suis mis dans le silence parce que je téléphone au volant. Sans doute à proximité d'une rave party. C'était quelqu'un qui me caressait la tête. Je voulais être éleveur de crocodiles quand j'étais gamin. Je flotte. Ça serait compliqué. C'est ça le personnage de cette pièce, c'est que malgré lui, il peut pas s'en empêcher. Des cierges. Alors, j'aimerais beaucoup avoir 16 ans pour avoir vraiment l'âge du rôle dans ADN, s'il vous plaît. Oui, c'est même plus que les prémices, parce qu'en fait, à l'adolescence, il se passe plein de trucs, et puis qu'en fait, c'est un âge qui se vaut à lui tout seul, quoi. J'avais un club nature à l'âge de 7 ans. Je rêve souvent d'homicide, ouais. Je déteste les groupes, les systèmes, les mécanismes, mais pas les individus. Je pense que tout le monde a en lui une belle part d'humanité quand même si chez certaines personnes, elle est plutôt bien cachée. L'amour, forcément. Je pense que moi, je suis un peu une Phèdre, donc j'aimerais bien la rencontrer une fois dans ma vie. Les deux. Après l'amour. Des prémices, je vois pas trop à quoi ça correspond. Très long préliminaire. Alors. Ah, préliminaire. Préliminaire. Voilà, donc c'était un petit montage un peu drôle pour clôturer, en fait, voilà, pour que ce festival qui va clôturer cette saison, en tout cas théâtrale, et je passe la parole à Claire. Donc pour la danse, la saison n'est pas finie. Comme vous le savez, évidemment, on se fait l'écho de l'actualité chorégraphique. Nous sommes aussi un creuset de créativité avec tous les artistes qui sont en résidence chez nous, avec la formation de l'école, etc. Mais on commande aussi des œuvres. Ça a été le cas pour le projet Metz que j'évoquais tout à l'heure, et ça sera le cas également pour ce projet autour d'Odile Duboc. Alors, Odile Duboc est une grande chorégraphe française de la danse contemporaine, donc qui a émergé à la fin des années 70. Elle est décédée prématurément, elle a laissé une œuvre assez prolixe, et dans cette œuvre, notamment, une de ses pièces est extrêmement connue, elle s'appelle Les Trois Boléros. Odile, suite à son décès, a clairement signifié qu'elle ne souhaitait pas que ses œuvres soient transmises à des ballets, mais qu'elles pouvaient être utilisées dans un cadre pédagogique. Donc ça a demandé quelques négociations, mais
on est arrivé à obtenir que les ayants droit acceptent que le premier des 3 boléros soit transmis aux étudiants de l'école. C'est une distribution de 10 danseurs. C'est une pièce absolument formidable. Donc, qui apparaîtra 2 fois dans la formule qui vous sera proposée. Et on a demandé à Alban Richard de créer un remix de ces 3 boléros. Il en était l'interprète. Il va créer un remix de ces 3 boléros sur un remix de la musique de Ravel. Je vous propose de regarder quelques images donc, de ce boléro d'Odile, pour le coup. Donc la pièce sera à nouveau composée, elle aussi, de 3 boléros. Stéphane Humbert, que vous avez vu à l'image, donc va transmettre aux étudiants le premier des boléros. Il a sa propre compagnie, il fait aussi beaucoup de sculptures actuellement. Et il travaille avec une jeune femme qui sera programmée dans le festival solo. Il s'appelle Aléa Labbé. Ils vont proposer un duo basé sur l'autoportrait photographique. Je vous propose quelques images. Ce temps fort dédié à Odile Duboc réellement est aussi l'occasion de programmer donc la création avec la compagnie, la prochaine création d'Alban Richard, qui lui-même créera pour donc les étudiants et qui va venir avec un travail en collaboration avec un compositeur de musique électro et basé beaucoup sur des textes très engagés politiquement et également des textes religieux des Africains américains. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, c'est une création, donc voilà. Alors, Nicolas évoquait comment une structure nationale comme la nôtre et le Centre dramatique soutient et accompagne des jeunes, donc fait un travail de fond pour innerver vraiment le territoire, soit localement, soit nationalement. Ici, nous avons un partenariat avec Royaumont, donc, que dirige pour la partie chorégraphique Hervé Robe, que vous avez pu voir tout à l'heure. Et durant toute la saison, lui et moi-même accompagnons 4 jeunes auteurs dans la conception et l'élaboration de leur projet. Et ce projet finit ici, avec les étudiants qui se retrouvent, comme ils vont se retrouver pour la plupart dans la vie à la sortie de l'école, face à de jeunes auteurs en train de travailler, et ils ont 2 semaines pour faire un quart d'heure, 20 minutes de maquette de leur travail. Vous pourrez se voir d'ailleurs pour cette année ce travail jeudi également à 19h, alors que le travail d'Hervé avec les amateurs est à 20h30. Mais l'année prochaine, à nouveau, venez, c'est gratuit, c'est super. Ça vous donne l'occasion aussi de voir la danse en pépinière. Voilà. Donc, comme vous le voyez, tout genre confondu, c'est une saison très audacieuse où on va mettre à l'épreuve et votre audace et votre courage, peut-être parfois. Mais voilà, et pour vous remercier de cela, pour remercier aussi les équipes techniques qui ont prévenu cette soirée, nous vous invitons à festoyer dans un endroit qu'on appelle la cour de déchargement de décors. Ce n'est pas le titre le plus romantique et bucolique, mais ça ressemble, quand on met du sien, à une guinguette. C'est le seul espace de plein air qu'on ait. Voilà, et je voulais juste, avant qu'on se quitte, remercier beaucoup les équipes techniques et Wilfried qui nous ont permis cette soirée. Et vous? Il y a autre truc à dire? Autre chose à dire? Non.